Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple Podcasts, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. 2 super-héros sans cape, mais avec du style. L'incroyable duo que je reçois aujourd'hui a troqué sa cape pour l'uniforme pour l'un et une tenue smart chic décontractée pour l'autre. Ils survolent les banlieues et les provinces d'Île-de-France et de Navarre, basket aux pieds, casquette vissée sur la tête, lunettes sur les yeux, et y répandent au cœur de l'action la bonne parole et nos plus belles valeurs, auprès de la jeunesse française, défavorisée et parfois isolée. Mais attention, esprit victimaire, s'abstenir. Ces deux-là ont troqué le cheval contre un train, la lance contre la joute verbale, la cotte de maille contre l'uniforme républicain, le blason de chevalier contre le sacerdoce, liberté, égalité, fraternité et laïcité, un peu façon hussard tendre défenseur de la République. Ils y mettent tant de temps, de talent et de cœur, comme chante le chanteur, vous l'aurez reconnu, Gigi Goldman, à nouveau élu cette année personnalité préférée des Français. Et loin des grands discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, on pouvait dire qu'ils changeaient nos vies. Il y a d'abord Abel Boilly, dont le visage, frais et souriant, apparaît chaque matin sur mon fil Instagram, en route vers sa nouvelle destination Mission, tout ça avant que vous n'ayez eu le temps d'entamer votre routine matinale de yoga, pilates, tapis de course, thé vert, promenade du chien, après avoir jeté un œil à moitié fermé vers votre réveil et vous être demandé « Diantre, il est 6h du matin, mais à quelle heure cet homme dort-il donc ?» Rejoint par son comparse, Abdoulaye Kanté, policier de profession et associé d'Abel dans la plateforme de réflexion et d'action citoyenne Tous Uniques, Tous Unis, dont la tactique de combat est de rester poli, pédagogue, courtois et toujours calme, je l'ai vu à l'œuvre, croyez-moi, respectant les opinions divergentes et l'ouverture du débat sans jamais être rigide idéologiquement, même lorsqu'il se fait injurier et menacer sur les réseaux sociaux par des trolls racistes identitaires. C'en est trop pour la corsico-italienne d'origine que je suis, au sang chaud. Mais quel est donc leur secret ? C'est pour percer à jour ces 2 ambassadeurs de la coolitude républicaine que je les invite aujourd'hui. Préparez-vous à une rencontre captivante avec ces 2 personnalités atypiques et laissez-moi vous emmener dans le monde d'Abel Boilly et d'Abdoulaye Kanté, un duo de choc unique en France. Bonjour Abel. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Héloïse. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Merci pour l'invitation. Eh bien, je t'en prie, Abdoulaye. Moi, j'aimerais savoir déjà comment est né cet engagement fort en faveur des valeurs de la République française. Quelles sont vos motivations profondes ? Pourquoi, si le mot vous convient, cette mission de vie ? Alors, nous sommes des enfants issus de quartiers populaires. Donc, nous avons pu être confrontés à tous ces débats qui traversent encore aujourd'hui la société sur l'identité, la discrimination, le rapport à la nation, l'esprit patriotique. Et il est vrai qu'à un moment donné, dans notre fierté d'être français, nous nous sommes dit que nous allions monter une structure, effectivement, qui s'appelle Tous Unis, qui serait quelque part un commencement et un aboutissement. Commencement d'une nouvelle aventure et aboutissement de nos anciens cycles de vie, si je peux m'exprimer de la sorte, pour pouvoir aller parler au maximum de personnes, jeunes et moins jeunes, parce qu'on a l'habitude de dire qu'on est jeune jusqu'à 99 ans, c'est un état d'esprit, mais surtout faire en sorte que des personnes qui ne se rencontreraient pas au quotidien puissent échanger, puissent arriver à des points de convergence et arriver au fait que nous sommes français, fiers de l'être, peu importe nos origines, et ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous différencie au final. Alors Abel, tu disais, on vient des quartiers populaires. De quel quartier populaire viens-tu ? Alors moi, j'ai grandi entre Barbès et Stalingrad dans les années 80 et 90, avec le particularisme d'avoir une maman qui s'est sacrifiée financièrement pour que je puisse aller dans des écoles privées, en tout cas jusqu'à la fin du collège, et pour que je puisse voir, si je peux m'exprimer de la sorte, d'autres jeunesses, pour que mon esprit puisse s'ouvrir afin que la ghettoisation dont on parle beaucoup ne soit pas une ghettoisation psychologique pour moi. Donc pour moi, ça a été très enrichissant de rencontrer des jeunes de toutes parts, de tous milieux sociaux, de toutes couleurs de peau, de toute religion aussi, et ça a construit l'homme que je suis aujourd'hui. Abdoulaye, toi, est-ce que tu le vois comme une mission ? Tu es policier,
Tu es très, très en vue, très exposé sur les réseaux sociaux. Mmh. Comment en es-tu arrivé à cette aventure, à rejoindre Abel ? Comment vous êtes-vous rencontrés d'ailleurs tous les deux ? En fait, par celle interposée. Donc, du coup, comme étant donné que moi j'étais médiatisé, donc je pense que cette rencontre s'est faite naturellement. Et ce qui est quand même important, c'est que le feeling s'est fait il y a quelques années de suite, en fait. Donc, cette rencontre, je pense qu'il n'a pas fallu on va dire, beaucoup de mots. Je pense que sur les premiers mots, les premiers échanges, quelque chose, on savait qu'il y avait ce feeling qui était là, ce feeling où on avait cet engagement qui était similaire parce qu'on a aussi à peu près les mêmes histoires et on se dit que oui, effectivement, il y avait quelque chose à faire et on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas essayer de mettre à l'œuvre notre manière de penser et aussi de se dire que pourquoi aller pas aller à la rencontre des personnes que les gens n'ont pas l'habitude de rencontrer ou même des endroits où ceux qui se sentent un peu délaissés sur certains sujets qui sont quand même importants, c'est-à-dire là, cette appartenance à notre République, cette appartenance à notre nation, surtout aussi au niveau de sujets qui nous touchent, c'est-à-dire la citoyenneté, comment se sentir cette appartenance à la nation qui, malheureusement, on va dire, pose des fois des questions. On se demande, mais pourquoi ces genres de questions ? C'est-à-dire qu'on a cette chance d'être en France avec toute sa complexité, parce qu'il y a aussi cette question identitaire qui est là, et que se dire qu'à un moment donné, ces échanges, cette rencontre est le fruit de quelque chose qui nous a amené à vraiment créer, on va dire, cette plateforme qui, pour moi, est quelque chose est nécessaire, qui porte ses fruits parce que c'est une belle histoire et qui, pour moi, n'est pas prête de se terminer. De quel quartier populaire viens-tu ? Alors moi, si tu veux, j'ai grandi en Afrique, donc une dizaine d'années. À mon adolescence, j'ai vécu à la fois dans le 95 et dans le 93. Donc du côté de Aulnay-sous-Bois et maintenant Cergy-Pontoise. D'accord. Vous intervenez principalement surtout en Île-de-France ou dans plusieurs villes de province ? Sur toute la France. D'accord. On fait un peu un tour de France. Et c'est vrai que, voilà, comme tu l'as dit dans ton édito, des fois, c'est vrai que quand tu le vois tout pimpant comme ça et tout, mais bon, juste un petit truc, il y a des filtres. Hein. Mais bon... Non, mais à côté de ça, quelle mauvaise langue. Non, mais bon, non, mais arrête, il est charismatique. Franchement, à côté, je suis voilà quoi. Voilà. Mais à côté de ça, c'est que je pense que quand tu es engagé dans cette plateforme, en fait, c'est vraiment un engagement qui est total. C'est-à-dire que ça prend du temps. C'est en dehors de nos activités principales, parce que je suis policier avant tout, il est chef d'entreprise et tout ça, etc. Mais c'est vraiment cet engagement qui est déjà à la fois sincère et humble, parce que on a eu cette envie d'aller vers ces endroits où, effectivement, ce sont ceux qui ne croient plus, on va dire, au message républicain, ceux qui se sentent délaissés par tout sujet, que ce soit sur le travail, sur l'insertion professionnelle et même sur les valeurs de la République. Et je pense que voilà, l'engagement qu'a Abel est pour moi est salutaire et donc nécessaire aussi. Et il faut continuer comme ça et on continue. Quel est l'âge des jeunes auxquels vous vous adressez ? Est-ce qu'il y a une catégorie collège, lycée ou étudiant ? Et vous parlez des valeurs. Est-ce que vous pouvez redéfinir les valeurs au micro du podcast que vous défendez ? Alors, on intervient auprès de tout âge, mais vraiment majoritairement, on est sur du 17-25 ans, à peu près, 16-25 ans. Après, ça n'empêche pas que l'on puisse faire des interventions aussi en école primaire. D'ailleurs, pas plus tard que vendredi qui vient, on a un dialogue police-jeunesse dans une école primaire à Creil. Après, au niveau des valeurs, c'est vrai qu'il y a notre devise liberté, égalité, fraternité, mais surtout nous voulons encourager ces jeunes que nous voyons à ne pas être dans le discours victimaire, à s'approprier la France, sa culture, son histoire, peu importe son origine, tout en l'enrichissant, parce que la France est aussi un conglomérat d'histoires personnelles qui sont fantastiques, et puis à sortir des débats et des manipulations que l'on peut entendre sur certains territoires, que l'on peut entendre de la part de certains irresponsables politiques que je ne nommerai pas, et à sortir de le fait de se sentir entièrement français et pas français entièrement à part. Donc c'est très important de casser dans un premier temps le discours victimaire. Ça ne veut pas dire que les discriminations n'existent pas, ça ne veut pas dire que les injustices n'existent pas, mais c'est vraiment l'esprit de responsabilité. Vraiment, on associe beaucoup citoyenneté à responsabilité. Quels sont les actes que je pose ? Lorsque je pose des actes positifs, j'ai des conséquences positives. Lorsque je pose des actes négatifs, je ne dois pas fuir les conséquences négatives, même s'il doit y avoir des punitions, même s'il doit y avoir des sanctions, même si c'est difficile. Donc il y a vraiment cet esprit de responsabilité citoyenne que l'on veut apporter, et on l'apporte autour de débats, tout simplement, parce que quand on écoute des fois les discours publics, on a l'impression que tout se gère à coups de millions ou de milliards, alors que pas du tout. Les gens ont besoin de parler,
Les gens ont besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur, et Abdoulaye pourra compléter au niveau des dialogues police-jeunesse. Et on voit que lorsque la parole se libère, il est beaucoup plus simple de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire et de renforcer ce qu'il y a à renforcer. Et contrairement à ce que l'on peut penser, les jeunes ont une appétence vraiment à vouloir être intégrés pleinement dans la nation, mais des fois ce sont les exemples qui leur manquent et les occasions tout simplement. Comment se manifeste, et là je m'adresse à toi aussi Abdoulaye, comment se manifeste cette victimisation, cet identitarisme, et comment toi interviens-tu en tant que policier pour ce dialogue avec la jeunesse, qui est quand même pas facile parce que on tape régulièrement quand même sur la police, surtout sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe ? Alors, des fois, c'est très punchy, c'est très... parce que, comme étant donné du fait que je sois policier, et j'ai fait un livre, justement, qui est sorti il y a quelques années de cela, donc Policier enfant de la République, où c'était un espèce de package, en fait. Je suis à la fois policier de la République, mais je suis noir, et je suis musulman. Et c'est vrai que quand on parle de ce package, donc c'est vrai que surtout certains jeunes se disent mais comment ça se fait qu'un noir déjà peut être policier ? Comment ça se fait qu'un musulman peut être policier ? Donc je trouvais que ce package en fait était intéressant de pouvoir le mettre et dire écoutez, on peut me voir tel quel, mais moi j'ai pas envie qu'on me voit tel quel. C'est-à-dire que je suis policier avant tout. Et quand je vais à la rencontre des jeunes avec Abel, déjà il y a une forme de réticence, il y a une forme de crainte. Il y a une espèce de miroir qui est là et justement, on ne vient pas avec cette idée de se dire non, vous avez tort surtout et que nous avons raison, etc. Il faut avoir cette capacité d'écouter les critiques parce qu'ils ont des histoires, ces jeunes. Quoi qu'il arrive, ils ont des histoires, ils ont eu des expériences. Et après, quand tu les mets face à on va dire, à leurs histoires, des fois ce sont des contradictions, ils arrivent à avoir cette espèce de nuance qu'ils n'ont pas. Et pourquoi cette nuance n'est pas là aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes ? C'est que nous sommes dans l'immédiateté, dans l'instantanéité, dans cette généralisation qui pervertit la réflexion de chacun. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment, on va dire, contre ce qu'on appelle la victimisation, parce que, je le dis souvent, c'est noir ou que tu sois homo, etc. Pour moi, ça ne sera jamais une compétence. La compétence, c'est quoi ? C'est ce que tu vaux, c'est ce que tu as à toi. Et il faut qu'on arrive à te le ressortir. Mais si derrière, tu te caches, derrière ta condition sociale, derrière le fait que tu habites dans un quartier qui est difficile, etc., c'est une réalité. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se dire qu'on les autres nous voient comme des pauvres. Regardez ces pauvres gens. Limite, on est un peu comme des pauvres personnes à qui on va injecter de l'argent, comme il a dit Abel. Mais je suis désolé, c'est qu'à un moment donné, on a la chance d'être en France. Il y a des difficultés, mais il y a aussi des réussites. Il y a aussi des personnes qui ont envie de s'en sortir. La volonté, si tu n'as pas la volonté, on va t'astreindre à ce que tu es. Et je pense que dans les échanges que nous avons, nous essayons surtout, à la fin de nos échanges, de donner cet espoir. Alors, à t'écouter, quand même, je me pose une question. Enfin, il y a en France plusieurs policiers qui sont et noirs ou noirs et musulmans. Ouais. Tu n'es pas le seul. On dirait que tu portes que tu es le représentant de ça, alors qu'on le sait aujourd'hui qu'en France, il y a plein de policiers qui sont musulmans, noirs ou noirs et musulmans. Tu le dis bien, parce qu'en fait, il y a quelques années de ça, j'ai fait une tribune dans Marianne avec d'autres collègues suite à une manifestation de personnes identitaires, notamment un de mes collègues qui s'est fait traiter de vendu sur le parvis du tribunal judiciaire pendant le confinement. Et c'est vrai que ça a été symptomatique de quelque chose qu'on appelle le racisme intracommunautaire et que généralement qui tue. Où on n'en parle pas souvent. J'étais sur un plateau télé il y a quelques temps et que quand j'ai expliqué cela, que je me faisais traiter de vendu, nègre de maison, ou bien de ma collègue Linda Kebab, qui a été traitée par un pseudo-journaliste de Arabe de service et qui a été condamné. Oui, ou de Bounty, une fois j'avais lu aussi. Exactement, Bounty, donc voilà. Tu peux expliquer d'ailleurs juste ce qu'elle est pour parler justement de ce racisme intracommunautaire, ce que signifie cette insulte, Bounty. Bounty, en fait, et racisme intracommunautaire, c'est qu'en gros, tu as des comportements de blancs. Et en fait, tu as la botte des Blancs. C'est un peu comme souvent... Et ce qui image, on va dire, cette insulte, je ne sais pas si tu as vu ce film où il y a Leonardo DiCaprio, où on voit Samuel L. Jackson qui, justement, est ce noir de service qui sert, on va dire, les Blancs, justement, à l'époque de l'esclavage et tout ça. Donc, pour lui, en gros, pour avoir des faveurs et au-delà de ses frères. Et aussi, mais il y avait Malcolm X aussi qui avait théorisé aussi ce fait que quand tu es un nègre de maison, c'est que tu es vraiment cette personne qui trahit ses semblables pour servir les Blancs. Je pense que
les gens qui continuent à encore alimenter cela se trompent parce que l'esclavagisme a été aboli. Et souvent, il y en a beaucoup qui s'approprient des douleurs qu'ils n'ont pas connues. Moi, je dis souvent, c'est que l'esclavagisme a existé, mais il faut peut-être se dire que c'est bon, on a la chance aujourd'hui de pouvoir parler entre communautés, de prendre le même bus. Souvenez-vous, aussi on se souvient par rapport à Rosa Parks qui s'est battue justement pour ses droits civiques comme Martin Luther King, etc. Donc aujourd'hui, quand il y a cette forme de racisme intracommunautaire, c'est une insulte à ceux qui se sont battus pour ces droits-là. Et pour moi, c'est un combat c'est un combat pour moi, parce que je me dis qu'il faut imposer de se dire que peu importe la couleur, l'origine, on est fier d'appartenir à cette nation qui a fait que justement qu'on se sente investi. Et pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que vous croisez tous les deux principalement comme questionnement, comme inquiétude, comme colère, comme souffrance chez ces jeunes ? En termes de souffrance, il y a beaucoup la question de l'absence du père, qui fait que beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles ont du mal à se construire avec justement cette figure paternelle qui peut être défaillante, absente ou violente. Et des fois, on a traité des parcours de vie très, très, très difficiles. Il y a le rapport à la francité, si je peux m'exprimer de la sorte. C'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes, la fierté de dire « je suis français » passe au second plan derrière la fierté de la mise en avant du pays d'origine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on fait des débats justement sur le racisme ou autre, on voit que dans les groupes de personnes que l'on peut avoir, on parle cash et sans filtre dans cette émission, que les Noirs et les Arabes peuvent avoir une certaine verve et que les Blancs vont avoir tendance à se recroqueviller comme s'ils n'avaient pas le droit aussi d'avoir quelque chose à dire sur ces thématiques-là. Et nous, on aime un petit peu casser ces mauvaises habitudes, en fait, qui sont de l'ordre aussi de l'éducation. Ça peut être l'éducation familiale, ça peut être l'éducation du quartier, ça peut être l'éducation de mauvais exemples. Donc, il y a tout ce travail, je dirais, de rééducation intellectuelle qui nécessite du temps, qui nécessite, comme l'a dit Abdoulaye, d'écouter ce qu'ils ont à dire, parce que ce qui caractérise la jeunesse, on l'a tous été, c'est le besoin d'expression, d'avoir des espaces d'expression. Donc nous, on les laisse toujours parler. Même quand il y a des choses qui sont difficiles à entendre, quels que soient les sujets, on les laisse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on corrige ce qu'il y a à corriger, on renforce ce qu'il y a à renforcer. Mais la cellule familiale et la position dans la société, ce sont les deux problématiques que l'on trouve. Après, tout le reste, que ce soit le décrochage scolaire ou autre, ce ne sont que des conséquences en réalité. Et souvent, dans la manière dont on aborde les choses, on a tendance à séparer les problématiques alors qu'elles sont toutes liées. Un jeune va tomber dans le décrochage scolaire parce que psychologiquement, il a lâché avant. Et souvent, il a lâché dans quoi ? Au niveau du cercle familial, au niveau de la confiance qu'il peut avoir en lui-même. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'aspect estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, qui sont 3 stades psychologiques différents, et de reprendre confiance aussi dans la nation, le fait que ces jeunes ont quelque chose à apporter, que ce soit pour une personne ou que ce soit à un niveau plus important, ils doivent prendre leur part. Alors c'est pas facile, c'est pour ça qu'on fait des accompagnements assez longs, que les groupes, on les voit à plusieurs reprises et quand même on est en contact, on reste à disposition, mais c'est un travail qui est vraiment nécessaire. Tu as affaire, toi, à des questions telles que la police est raciste Bien sûr. Demande principalement ? Ce sont toujours les mêmes phrases qui reviennent. Donc la police raciste, violente, corrompue. Donc ce sont des tueurs, des violeurs. Donc des mots qui sont très forts. Oui. Et c'est ce qu'on fait, c'est que souvent on commence par notre intervention. Donc au départ, par une des colonnes en fait. Donc une colonne. Donc pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la police ? Et là, on demande aussi à leurs responsables et tout. Donc juste pour cette thématique-là, qu'ils soient cash, mais vraiment sans filtre, parce que c'est la réalité. C'est la réalité en fait, parce qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière quoi que ce soit, se dire mais non, non. Et là, franchement, il y a des mots, même des invectives, qui sont très très durs à entendre. Mais c'est la réalité. Et derrière, moi, ce que je fais avec Abel, c'est que je m'explique sur chaque mot qu'ils ont dit. Par exemple, si la police est raciste, si c'est des violeurs, si c'est des meurtriers, si ce sont des menteurs, des corrompus, etc. Et ça permet, on va dire, le problème de déconstruction commence comme ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu entames cette discussion, cet échange, là, tu te dis que même eux-mêmes, quand ils disent ça, en fait, ils ont, on va dire, une perception qui, des fois, est peut-être pas on va dire, très, très
réel. C'est-à-dire que souvent, la perception vient par rapport à des réseaux sociaux, ou bien par rapport à ce qu'ils ont entendu, ou bien par rapport à ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils n'ont pas vécu directement. Ils peuvent avoir vécu des choses et tout, mais il faut savoir aussi les mettre face à leurs contradictions. Et ça, je trouve ça que c'est quand même très enrichissant. Et c'est vrai que oui, effectivement, donc quand je leur dis, et je commence toujours comme ça, c'est que quand ils me disent que la police est raciste, est-ce que vous pouvez me dire que toute la police est raciste ? Déjà, on avance. Ils vont dire oui, mais non, mais certains. On avance. Et alors du coup, je dis souvent que, chiffre à l'appui, que nous sommes 150 000 femmes et hommes au sein d'une institution où on a effectivement des millions d'interventions par an et des milliers d'interventions par jour et une intervention toutes les 10 secondes. Et celle qui pose problème, ça représente 0,5%. Mais pour autant, ça pose problème. Est-ce que pour autant, on peut dire que toute la police est raciste ? Oui, mais c'est vrai que pas tous. Voilà. Donc, comme à l'échelle de la société. Je pense que aussi, on a cette problématique dans la société où le racisme, il est dans notre société. Et ça n'épargne aucune administration. Le but, c'est de le reconnaître, de reconnaître qu'effectivement, il peut y avoir certains qui ont une idéologie qui soit contraire aux valeurs de la République et dire que ce que l'on fait pour lutter contre cela. Mais si tu nies, tu dis, mais non, il n'y a aucun problème, mon discours n'aurait aucune contenance. Et c'est pour ça que quand on arrive avec ce genre de discours, déjà, tu arrives à déconstruire. Mais comment vous gérez vous-même à titre personnel ? Je ne sais pas si Abel, toi aussi, tu as géré ça, mais ces insultes-là par rapport à votre couleur de peau ou par rapport à votre profession ou votre action, comment vous le prenez ? Comment vous le gérez personnellement ? Alors c'est vrai que je reconnais, j'ai pas l'expérience d'Abdoulaye, si je peux faire cette petite boutade dans ça, parce qu'il a une exposition qui est particulière et je salue son courage par rapport à cela. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de recul sur ce sujet. Très honnêtement, nous, on considère que la personne raciste est une personne malade mentalement. C'est-à-dire que même dans notre manière de considérer les choses, on a ce recul. Et mon plaisir, personnellement, je vais donner un exemple, je me suis retrouvé à Béziers à faire une intervention. Et lorsque j'arrive dans le dispositif, les cadres qui sont là me préviennent, bon, le groupe est là, mais tu sais, il y a 3 éléments... Ils ont un petit problème, mais ils n'osent pas me dire c'est quoi. Donc, je vois, ils font des grimaces, ils ressemblent un peu à Louis de Funès, ils font des mimiques et tout. Après, il y en a un qui lâche... Surtout que c'est quand même des 16-25 ans, vous n'avez pas affaire à des gamins. Voilà, exactement. Et là, il y en a un qui a un problème avec les Noirs. Et moi, je dis, c'est tout, c'est très bien. Et ils étaient étonnés de cette réaction. Ah, oui. Et à la fin de l'atelier, ces 3 en question, ils sont venus dans mes bras en pleurant. Mais non. Donc, on a beaucoup de recul et c'est vrai que je vais avoir un discours qui fait peut-être bisounours, mais c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Il faut aimer son prochain, tout simplement. L'humain. Voilà. Si on n'aime pas l'humain, on ne fait pas tout ce travail. Si on n'aime pas l'humain, on ne fait pas près de 320 interventions par an à prendre des trains, à être des France Trotteurs. Vous avez 320 interventions 321 oui. en 2023. Ça corrobore mon édito. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, on aime vraiment les gens. On aime même les gens qui ne nous aiment pas, exactement. Et surtout, on voit qu'au travers du dialogue, on arrive à faire changer des mentalités. Moi, j'ai pas de problème avec une personne qui va se dire j'ai l'impression que la France change parce qu'il y a un peu trop de Noirs et d'Arabes. Je vais discuter avec pour savoir pourquoi est-ce que tu penses ça, quelles sont tes impressions. Parce que l'erreur aussi que l'on a faite, c'est que toute personne qui se posait des questions, qui pouvait avoir une inquiétude, légitime ou pas, c'est un autre débat, beaucoup ont été mises dans la case raciste alors qu'elles ne l'étaient pas. Il y a cette erreur. Tout comme de l'autre côté, les personnes qui ont une vision plus... ouverte sur le monde de la France, beaucoup ont été mis dans la case wokiste ou qui veulent renverser. Donc, il y a ces extrêmes, en fait. On est dans une société où il y a beaucoup d'idéologie, beaucoup d'idéologues, beaucoup de sectes idéologiques même. Donc, nous, on essaye, comme a dit Abdoulaye, de mettre autant que faire se peut de la nuance. Il faut toujours de la nuance. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas oui ou non, c'est pas ami ou ennemi. Sur 5 sujets, on peut être d'accord que sur 3 sujets. Avançons et enrichissons-nous sur les 2 sujets de désaccord par le contradictoire, en fait. Et c'est comme ça que l'on avance. Donc, c'est vraiment notre méthodologie et ça ne nous touche pas du tout, en réalité. Bon, là, tu as quand même piqué ma curiosité. Ce grand garçon qui t'est tombé dans les bras et qui avait un problème avec les personnes noires, comment est-ce que tu as dégoupillé ça et quel était son problème ? Alors là, c'était dans un atelier qui s'appelle Théorie du comportement, où on est tous sur ce que je disais tout à l'heure, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Et c'était un jeune et c'est même allé plus loin que ça, c'était un jeune qui avait, on avait tout, le père qui était absent, le problème de confiance en soi. Et comme dans cet atelier, je parle de mon parcours de vie, mais vraiment en partageant des choses très intimes, parce que le jeune, il fonctionne à l'identification.
Un jeune, si on vient lui parler, on vient lui dire fais pas ci, fais pas ça, il va dire oui monsieur, oui madame, mais dans son cœur, il va se dire vous savez pas ce que je vis. Parce que quand on souffre, on a toujours l'impression d'être la personne qui souffre le plus au monde dans son domaine en fait. Bien sûr. Et je leur parle de souffrances très difficiles que j'ai vécues. Et il y a cette identification. Donc à la fois, je suis... exemple, c'est peut-être un mot exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Je représente un espoir dans le fait que l'on peut s'en sortir. Et en même temps, ils voient qu'on est accessible, que ce soit moi, Abdoulaye, ou les autres intervenants et intervenantes. Et quand il vient me pleurer dans mes bras, il me dit quelque chose d'encore plus fort. Moi, je suis noir, lui, il est blond aux yeux bleus. Il me dit vous parlez exactement comme mon père. Donc lui, c'était l'absence du père, pas dans le sens de l'abandon, mais le père qui était mort, en fait. Et son objectif à ce jeune, c'était d'accomplir les rêves que son père avait. Et il me dit, vous parlez exactement comme mon père. J'ai l'impression de voir mon père. Et je lui reparle et il tombe en pleurant et il me dit, mais ce que vous me dites encore, c'est ce que mon père me disait. Donc je trouve que c'est très fort. C'est très émouvant. Un jeune qui avait des velléités discriminantes se retrouve à trouver un Français comme moi qui ressemble à son père. Il a vu son père en moi et il est venu dans mes bras en pleurant. Et quand un jeune vous dit merci, comme ça, que ce soit un jeune garçon, une jeune fille, comme pour Abdoulaye, des jeunes qui viennent le couteau entre les dents pour se fighter, comme ils disent avec lui, et qui disent à la fin, monsieur, on est fiers d'avoir échangé avec vous. Il n'y a rien de plus beau. Donc, travailler à l'humain, tout simplement. C'est très émouvant ce que tu viens de raconter. Et la victoire, c'est que ce jeune a vu l'humain, a vu ton expérience et n'a plus vu ta couleur de peau. Exactement. Donc là, c'était réussi. Et il a même vu son père. Donc c'est et en vraiment plus, il a vu. chose. Voilà. C'est très beau. C'est une très belle histoire. Ces jeunes, donc depuis le 7 octobre, est-ce que vous avez, depuis les attentats du Hamas, est-ce que vous avez eu à gérer ou pas des sujets autour de ces attentats et du conflit au Proche-Orient ? Est-ce que c'est venu sur le tapis lors de vos interventions ? Alors, il y a une chose qui est paradoxale, Abdoulaye complétera, c'est que il y a le message, on va dire, dans les médias, les débats qui a eu lieu aussi. C'est quand même aberrant d'être incapable de qualifier le Hamas d'organisation terroriste quand on sait que même Yasser Arafat, pourtant personnage controversé, disait déjà à l'époque que le Hamas était une organisation terroriste. Enfin bon. D'ailleurs, ils étaient en lutte tous les deux. Exactement. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est pas un sujet vraiment d'échange chez les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement déconnectés de la politique. Nous, on a eu des jeunes, même en 2022, qui ne savaient pas qu'il y avait eu une élection présidentielle en France. Ça va jusque-là. Ah oui. Ou qui en ont vaguement entendu parler. Il y a vraiment cette déconnexion-là. Mais par contre, si on leur met le sujet sur la table, eh ben, il va y avoir cette tendance pro-palestinienne. Mais c'est pas le problème, mais avec tous les clichés que l'on peut dire ou entendre sur les juifs. Voilà. Là, ça ressort, pourquoi ? Même pas par conviction personnelle, par mimétisme. Voilà. C'est ça. Donc, pareil, il faut déconstruire. Et quand on parle des choses, le fait qu'on est pour la liberté des peuples et que ce qui s'est passé pour Israël, c'est vraiment terrible, que ce qui se passe pour le peuple palestinien, c'est aussi terrible et qu'il faut dissocier le politique des peuples. Le peuple, ce sont des hommes, des femmes, qui ont le droit de vivre librement, on arrive à déconstruire, mais il faut prendre ce temps. Et comme disait Abdoulaye, prendre ce temps, c'est-à-dire accepter d'entendre des aberrations au départ, sans jugement. Parce que comprendre que ces aberrations viennent souvent d'un manque de connaissances, de ses propres droits, de ses propres devoirs aussi. Et il faut beaucoup de pédagogie par rapport à cela. Je pense que oui, que comme tu dis justement, Abel, c'est que je pense que quand il y a eu ce drame en fait du 7 octobre où certains ont du mal à qualifier vraiment une réalité, des choses avec une aberration, et c'est vrai que malheureusement, donc par mimétisme, certains justement vont oublier, vont mettre des œillères, se dire mais non, regardez ce qui se passe depuis des années sur le peuple palestinien, qui pour moi reste quelque chose de terrible et tout, parce que ce sont des civils aussi qui malheureusement meurent, etc. Donc je parle des deux côtés, mais que quand il y a des actes aussi qui sont des actes terroristes, et moi je l'ai vécu, notamment parce que j'étais sur les attentats donc au Stade de France et aussi à la Sault-Saint-Denis, j'ai des amis qui sont morts au Bataclan, etc. Donc je pense que si on est humain, universaliste et tout ça, etc., il faut condamner cet acte terrible. Et je pense que les jeunes, malheureusement, en fait, sont peut-être déconnectés. Je ne dirais pas déconnectés, mais encore une fois, les réseaux sociaux, malheureusement, il y a toujours ce problème où il y a beaucoup de fake news, où il y a beaucoup d'imprécisions, et tout de suite, ils prennent ce qu'il y a dessus, quoi. Ils ne prennent pas le temps
de s'informer correctement. Parce que peut-être aussi certains médias n'arrivent pas à leur parler. Parce qu'il n'y a plus cette confiance, on va dire, envers les médias. Et ça, on le constate. Même moi, par rapport à certaines de nos actions ou même de nos interpellations, on sait que voilà, il y a une espèce de perversion, même une hypocrisie intellectuelle qui se met en place justement pour dénigrer, par exemple, une institution et souvent se mettre ça dans la tête. Et c'est ça, c'est que quand on va dans ces interventions, c'est que c'est un gros travail aussi pour casser les idées reçues. Parce que forcément, il y a toujours des idées reçues sur que ce soit un peuple ou sur une institution. Et nous, notre travail, au départ, peut paraître colossal, mais on a ce challenge parce qu'on se dit qu'on y arrive, parce qu'on a cette conviction, se dire qu'on est nuancé, on ne tombe pas dans l'essentialisation ni dans la généralisation. Et évidemment, quand on tout de suite, on voit certains qui font une espèce d'amalgame entre l'Israélien et le Palestinien, et se dire que de toute façon, voilà, avec tous les idées reçues qu'il y a sur les Juifs, ou bien de côté des Arabes, on se dit, mais à un moment donné, n'oubliez pas, ce sont des humains. Donc, chacun a son histoire, mais le but, c'est de se respecter. Ça, c'est important, parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je fais, mais l'important, c'est de s'écouter et de se respecter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, il y a cette capacité, même en haut lieu, et c'est ça qui est scandaleux encore. C'est-à-dire que quand on dit que nos élites sont censées travailler pour les peuples, les citoyens, etc., mais au contraire, souvent, ce sont peut-être des fois des pyromanes. Et de l'autre côté, derrière, tu as, nous, on peut dire des petites mains du quotidien, qui, avec nos petits bras, on essaye d'aller éteindre le feu sur certaines situations. Et ça, je pense que ce que l'on fait dans la réalité, je pense que beaucoup pourraient le faire. Mais il faut avoir déjà l'honnêteté de le faire, l'humilité et surtout la conviction. Quand tu sais qu'il y a eu des drames qui sont passés comme ça, la première des choses, va parler à la jeunesse. Parce que ce sont eux les ouvriers de demain. Ce sont eux peut-être qui vont faire le lendemain. Tu vois ? Et si tu ne fais pas ça, mais tu vas laisser le truc se tasser et tu vas voir que certains vont vivre avec cette haine. Aujourd'hui, la haine des Juifs ou la haine des Arabes ou autre chose, elle est là parce qu'on n'essaye pas justement de la combattre. Tant que tu ne la combats pas, c'est peut-être que ça t'arrange. Mais non, nous, on n'accepte pas parce que nous estimons que nous avons la chance d'être dans un pays où on a le droit de s'exprimer, où on peut essayer d'apporter cette nuance et essayer d'apporter au moins quelque chose dans l'esprit de ces jeunes qui feront demain. Tout ce que tu décris là, c'est vraiment que les jeunes sont finalement peut-être les premières victimes des dérives identitaires de l'extrême gauche, de l'extrême droite à combattre. Vous avez parlé tous les deux des injures, du mimétisme, des préjugés racistes et antisémites. Alors, 3 choses. Premièrement, est-ce que vous avez des exemples précis à donner pour comprendre quelles sont ces injures et ces mots que vous entendez Je sais que par exemple en banlieue aujourd'hui, il y a certaines banlieues où dire t'es un juif ou t'es juif, c'est devenu une insulte. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez comme injure ? Quels médias ces jeunes regardent-ils ? Est-ce qu'ils regardent uniquement les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a des médias à la télé qu'ils suivent ? Et est-ce que vous avez à aborder la question du racisme et de l'antisémitisme au travers des réseaux sociaux ? On sait que TikTok est devenu un outil de propagande énorme. Voilà, donc j'ai ces 3 questions-là à vous poser. Abel, pour commencer. Alors moi, je dirais, concernant l'antisémitisme, je n'ai pas une injure particulière en tête, mais c'est surtout cette idée globale que le juif est quelqu'un de riche. Et quand je leur pose la question, mais j'ai souvent cette blague, d'ailleurs qui venait d'un pote juif avec qui j'ai travaillé à l'époque, je dis, mais qui vous a dit que tous les juifs roulent en Mercedes décapotable en écoutant du Jean-Jacques Goldman à fond ? Je fais souvent cette blague-là. Et puis on déconstruit, parce que si les juifs font ça, donc les noirs font quoi ? Les arabes font quoi ? Les blancs font quoi ? Les asiatiques font quoi ? Dans ce cas, on sectionne. Et vous dites que vous voulez vivre, que vous en avez marre du racisme. Donc ce qui est important surtout, c'est de faire comprendre que lutter contre les discriminations, racisme, antisémitisme, c'est pas un esprit de vengeance en fait. C'est-à-dire qu'on lutte pour que tout le monde soit égaux, qu'on ne puisse pas on peut parler de l'homophobie aussi, qu'on ne puisse pas tolérer qui est très présente dans les banlieues, que quelqu'un soit discriminé parce que juive, parce que musulmane, parce que chrétienne, parce que noire, parce que blanche, parce que femme, parce que... Et c'est tout un travail, effectivement, il y a le mimétisme, il y a les réseaux sociaux. Quand on fait des ateliers justement sur les comportements numériques,
les jeunes, ils nous disent qu'ils passent quand même entre 10 et 15 heures par jour sur ces réseaux. 10 à 15 heures par Quand jour, ils ont pas alors cours, quand quand ils n'ont pas cours. et quand ils sont pas dans les dispositifs dans C'est quand lesquels même on va. énorme. C'est énorme, et j'ai des pointes à 20 heures. Parce qu'il y a des jeunes qui, ghettoisés, que ce soit en milieu urbain ou à la campagne, on a tendance à opposer ces deux jeunesses, alors que ce sont les mêmes problématiques, les mêmes remarques qui sortent sur tous les sujets. On sait que les campagnes françaises, pardon juste de te couper, mais c'est très important de le rappeler parce qu'on ne le dit pas assez. Les jeunes dans les campagnes sont très coupés Bien sûr. de l'accès au transport en Problème de commun. mobilité, tout ça. Et ça, il faut en parler. Bien sûr. Et Et quand on parle même du rejet vis-à-vis de la France, on a les mêmes mots. Quand on fait des dialogues police-jeunesse avec des jeunes de campagne, des fois on est étonné que les mots soient plus virulents que les jeunes qui viennent de quartiers populaires. Et c'est vrai que cet enfermement dans les réseaux sociaux où il y a des prédicateurs et des prédicatrices, pas au sens religieux, mais au sens de tout type d'idéologie. Et pour revenir justement à cet acte terroriste et cruel, il n'y a même pas de mots pour définir ce qu'a fait le Hamas. Effectivement, il y a eu plein de vidéos qui ont fait des millions de vues, et certains en ont profité pour faire un accès sur un conflit religieux. En fait, c'est-à-dire que ces jeunes aussi, il y a un grave problème de compréhension de la laïcité, et pareil dans tous les milieux, et que ce soit banlieue, campagne, et même tous les milieux sociaux, que ce soit milieu précaire ou même milieu d'un certain niveau, on a déplacé ça sur le volet religieux, et c'est ça qui fait qu'il y a toutes ces problématiques. Donc c'est entre guillemets le juif versus le musulman, et chacun défend sa paroisse, chacun défend ses victimes, et c'est vraiment très compliqué. Et le politique n'a pas compris ça. Quand on dit que les jeunes sont les premières victimes, oui, quand il se passe quelque chose de dramatique comme ça, c'est la publique cible à viser. Parce qu'avec le nombre de fake news, moi demain je peux me lever et en tant que noir dire la France est raciste parce qu'elle a colonisé l'Afrique, je fais des millions de vues. Il y en a plein qui le font, qui tapent sur l'Occident constamment, sur la France. Et ça cartonne, c'est-à-dire que si je me mets dans ce créneau-là, je peux être beaucoup plus populaire auprès des Noirs et des Arabes. Je parle vraiment cash sans tabou. Donc on en revient toujours à la même chose, la nuance. On ne doit pas accepter qu'une personne soit discriminée parce que juive. On n'a pas à accepter, même je leur explique, dans toutes les communautés, y compris chez les juifs, c'est une poignée, on va dire, qui est riche, voire très riche, et le reste vit comme exactement tout le monde, et n'ont pas envie d'être appelés le juif ou le musulman ou le chrétien ou autre. Donc c'est toujours ce travail de déconstruction et sortir du terreau religieux aussi. Combien même on a le droit de croire, il n'y a pas de problème, mais il faut remettre le principe de laïcité. Et c'est là où les politiques n'ont pas compris que tout est lié. Si on ne remet pas le principe de laïcité, comme on remet l'église au centre du village, même si ça peut sembler paradoxal, on va perdre beaucoup de jeunes. Parce que la radicalisation, sans aller jusqu'à la radicalisation extrême, se fait par le prisme religieux sur ces questions, et il faut casser ça. Et souvent, moi je les mets même devant leurs actes, c'est-à-dire qu'ils disent religion, ils pratiquent pas du tout. Ouais, c'est ça. Ils pratiquent pas du tout, Surtout avec ça. toutes les bêtises qu'ils font pour rester polis. Donc faut arrêter les je suis avec les pancartes religieuses. Soyez solidaires, aimez votre prochain et ne discriminez pas. Mais qu'est-ce qui fait, vraiment ça me titille quand même, qu'est-ce qui fait tous les deux que vous n'êtes pas tombés dans ce travers-là du décolonialisme, de la victimisation ? Est-ce que c'est l'éducation et à vos parents que vous le devez ? Je pense que, moi, me concernant, mes parents, en fait, se sont rencontrés ici, se sont mariés ici, en France, et ils ont pris ce qu'il y avait de bon, en fait, dans se disant que, voilà, en me donnant une éducation, en respectant déjà l'autorité et ne pas chercher l'histoire, on va dire. C'est-à-dire que si il y a eu cette opportunité de pouvoir migrer vers la France, c'est que déjà, on n'est plus à l'époque du colonialisme, à l'époque de l'esclavagisme et tout ça, etc. Donc, il y a eu une forme d'ouverture, sans oublier évidemment les discriminations. Mais je pense que l'ouverture a commencé dans le sens où, je suis peut-être tel que je suis, c'est-à-dire qu'un couleur de peau, mais pour autant, il y a une forme d'acceptation, il y a une forme d'avancée sur les droits, etc., qui me permettent justement de ne plus revenir en arrière. Souvent, c'est ce que je dis à nos jeunes, c'est que l'esclavagisme et toutes ces histoires par rapport au colonialisme et tout, donc qui ont fait que ce soit du bien ou du mal, mais c'est l'histoire. Et je dis souvent que est-ce que tu veux vivre avec toujours ces plaies ou bien tu vas chercher à guérir ? Parce que le but, t'en libérer intellectuellement.
Évidemment, c'est l'histoire. Tout peuple, tout être humain a une histoire, qu'elle soit belle ou mauvaise. Mais pour autant, il faut trouver le bon en lui et se dire que, voilà, il faut avancer. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer lors de nos interventions à ces jeunes qui, justement, restent cloisonnés dans cette forme d'idéologie. Et si tu es tellement cloisonné dans cette idéologie, tu ne vas pas avancer, tu vas rester comme ça avec cette haine. C'est la même chose par rapport au conflit israélo-Hamas, où ils restent cloisonnés dans ce conflit qui, allez, la grande majorité ne le maîtrise même pas. Ne connaissent même pas. C'est un conflit très complexe. C'est un conflit tellement complexe qu'ils ne le comprennent pas et, comme tu as dit, par mimétisme, ils vont suivre et tout. Et je peux faire aussi peut-être le parallèle avec la police. Il peut avoir un événement dramatique, tout de suite, ils vont l'englober sur toute la corporation. Et pourtant, c'est pour ça qu'il faut essayer d'apporter cette nuance, d'essayer d'expliquer que non, il y a eu un drame, il y a eu quelque chose, mais tous ne le sont pas. Je prends un exemple. Moi, j'ai des collègues qui bossent à Sarcelles, qui pour moi est l'exemple parfait, moi, du fait que tu as des communautés juives et arabes qui vivent en parfaite harmonie. Ça, c'est clair. Et pourtant, beaucoup sont partis de Sarcelles. Beaucoup sont partis, mais il en reste encore. Il en reste encore malgré tout. Mais il n'y a pas eu, on va dire, cette... Et pourtant, ça aurait été là-bas où ça aurait pu exploser, on va dire, par rapport au... Mais la vie continue toujours. Moi, je pense qu'il faut toujours sortir de cette idée de se dire que, effectivement, certains voient caricature le juif en disant, tiens, de toute façon, ils ont un gros nez, ils ont de l'argent, la vérité si je mens, tu vois, toutes ces choses-là. Et je pense qu'on peut le dire aussi du côté des Noirs, du côté des Arabes, c'est que tant qu'on arrive, on restera sur ces idées reçues, ça va continuer. Et je pense que, comme il a dit Abel, c'est que tant que nos politiques n'ont pas la bonne réflexion pour essayer d'apporter une forme de nuance, on sera toujours dans ces carcans. Il y a la réflexion des politiques, mais il y a aussi, et peut-être que vous êtes en contact avec les pouvoirs publics, des choses à mettre en place. Vous faites un travail que devraient faire. Tu disais, Abel est chef d'entreprise, c'est très important d'intervenir au niveau associatif, mais normalement, il devrait y avoir quand même des relais de cette parole-là que vous défendez au niveau de l'école de la République. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à mettre en place selon vous ? Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet ? Ce qu'il y a à faire, peut-être ? Ce sur quoi vous travaillez ? Alors, tu vois, paradoxalement, je pense qu'Abel ne va pas me contredire, même il le sait, on est écouté par des autorités. Je ne sais pas ce que Polichinelle, où on a été reçu par des ministres, par certains membres du gouvernement, qui, évidemment, ont toujours l'oreille attentive par rapport aux idées qu'on peut leur apporter. Ils écoutent. Si on a été reçu, c'est que derrière, tu vois que notre travail intéresse, porte ses fruits. Après, le grand problème, c'est la concrétisation. Et c'est ça le grand souci. La lenteur de l'administration. La lenteur de l'administration et tout ça, etc. Et j'ai envie de te dire, même la lenteur de l'administration, c'est une question de volonté. Tu vois, la lenteur, j'ai envie de te dire, ça arrange beaucoup. Mais si tu veux agir efficacement et rapidement, je pense que tu peux t'en donner les moyens. On voit que c'est possible avec vous, on le voit clairement. Mais il faut bousculer les choses. Est-ce que surtout, mais est-ce qu'ils ne sont pas complètement à la ramasse ? On l'entend dire beaucoup quand même. Bon, en tout cas, je prends ce propos pour moi. En tout cas, ils le sont et puis ils sont démunis. On le voit sur tous les sujets. Aujourd'hui, on parle beaucoup du harcèlement. Les gens sont démunis, ne savent pas faire. Et la problématique du politique, c'est que dans son discours, il manque d'humilité. Je pense que ça participe au désamour. On n'a pas envie de voir forcément des Superman et des Superwoman. On veut voir aussi des gens qui sont capables de dire « je ne sais pas ». On a besoin des idées du peuple. On a besoin aussi d'entendre ça, parce que ce sont des êtres humains. Quand une personne vient en étant toute pimpante, toute parfaite, et que ça crée un espoir, et que derrière, on voit que la personne est larguée, le rejet sera d'autant plus grand. Mais j'aimerais revenir 30 secondes sur 2 questions en arrière, quand tu as dit aussi comment est-ce qu'on a fait pour pas tomber justement dans cet esprit. Moi, il y a une théorie que j'ai développée dans mon premier livre, justement, qui s'appelle « La jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale », où je dis que le mot racisme ne devrait même pas exister à la base. Pourquoi ? Parce que les races au pluriel, scientifiquement, n'existent pas. Il y a une race humaine avec diversité de phénotypes. Les couleurs de peau, les morphologies, ce sont des phénotypes. Donc en réalité, nous 3 à table, nous sommes de la même race, mais nous avons 3 phénotypes différents.
Après, et on ne veut pas revenir à ça. Et pourtant, par contre, sur ça, les jeunes sont beaucoup plus éclairés que les adultes par rapport à ça. En tout cas, les jeunes qui luttent contre les discriminations. Et tant que l'on continue de parler en fait, des discriminations sectorisées toujours à chaque fois. Moi, c'est ça qui me gêne, en fait. Et c'est ça qui fait qu'il y a des sectes. Le noir va défendre les discriminations contre les noirs, l'arabe contre les arabes, le blanc contre les blancs, le musulman contre les musulmans, le juif va défendre l'antisémitisme, alors qu'en réalité, on devrait être mobilisé sur tout. Moi, je suis autant... La preuve, nous sommes tous les trois Exactement. et je ne suis pas juive Exactement. et vous n'êtes pas juif. Moi, sur l'antisémitisme, mais je suis aussi radical dans mon combat contre que sur l'islamophobie, que sur les gens qui sont racistes contre... Parce que moi, le racisme, il va dans tous les sens, contrairement à ce que certains disent, même si je n'aime pas dire le racisme anti-ceci, anti-cela, mais il va dans tous les sens. Et les jeunes, quand on parle avec eux, ils le reconnaissent très clairement. Tout comme les racismes intra-communautaires, où par exemple chez les Noirs, plus vous êtes clair de peau, mieux vous êtes traité, et plus vous êtes foncé, plus c'est compliqué. On peut parler entre les Antillais et certains Antillais et certains Africains, où des fois l'Africain, il est vraiment vu comme la poussière pas possible et tout. Et on a eu beaucoup de problématiques de mariage entre Africains et Antillais avec les belles familles qui pouvaient pas se blairer. Et ça, c'est du racisme pour moi aussi. Et il y en a qui disent que le racisme, non, ça s'incarne par un système discriminant. Non, avant que le système soit mis en place, il faut une idéologie. C'est ça le truc. Parce que si on donnait si on inversait même l'histoire... Et donc des voix qui portent cette idéologie. Exactement. Et qu'on donnait la possibilité aux personnes de mettre en place le système, elles appliqueraient leur idéologie. Le racisme, c'est le fait de hiérarchiser les gens, tout simplement. C'est pour ça que ça peut aller dans absolument tous les sens. Donc voilà, donc nous devons faire vraiment attention à cela et aimer son prochain tout simplement et être fier. La France, c'est un magnifique pays. Et l'autre erreur, je pense qu'Abdoulaye aussi ne me contredira pas, on n'a pas fait l'amalgame de confondre ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui se passe en France. Ouais. Parce que vous avez beaucoup de chantres et on le voit aussi dans les dialogues polyjeunesse où les jeunes, on leur dit qu'est-ce qui ne va pas en France, ils citent George Floyd. Donc voilà, moi je dis aux jeunes toujours, vous qui rêvez des États-Unis, les États-Unis, et ça c'est un terme dont je prends la responsabilité, c'est un des pays les plus racistes au monde, les plus communautarisés au monde. Et la France, on est bien loin de ça. Il ne s'en cache même pas. Voilà. Même l'histoire des Noirs en France, moi je ne dis pas que le racisme n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aux États-Unis. Parce que des Miles Davis, quand ils arrivaient en France dans les années 60, Miles Davis a été en couple avec Juliette Gréco quand même, hein, d'accord ? Et quand ces gens arrivaient en France, ils disaient qu'en France, ils sont traités comme des êtres humains. Joséphine Baker disait ça aussi. Exactement. Donc, la France est un pays fantastique. Après, peut-être qu'on a du mal, par contre, à parler de ces sujets, ce qui fait qu'il peut y avoir ce ressenti et que l'on perd le bonus et le capital avantage que l'on a. Peut-être être plus cash dessus, pareil, sur l'antisémitisme, être plus cash sur ce qui se passe vraiment, mais ne pas laisser ça à l'extrême droite. Parce que ce qui est terrible, c'est que comme les partis dits de gouvernement aiment mettre de la mousse, voilà, et c'est l'extrême droite qui se retrouve à pointer du doigt certaines problématiques avec l'outrance qu'on leur connaît. Et ça, c'est dangereux. Mais il y a une récupération en France par notamment tout le mouvement qu'il y a eu anti-police, antifa, avec tout ce qui s'est passé autour de la mort de Traoré, de sa sœur. Selon vous, comment s'imbrique ce mouvement-là ? Et est-ce qu'il s'imbrique avec l'antisémitisme? Comment on peut lutter contre ça? Parce que les jeunes sont très sensibles à ce discours-là. Ils sont sensibles parce qu'ils font beaucoup d'amalgames. Ce qui se passe, c'est qu'ils partent d'un fait, d'un drame, justement, et aussi pour essayer d'y mettre une corrélation aussi qui est inexacte, voire même voire des inepties. Quand on voit la sœur Traoré qui... D'accord, on peut dire que quand on perd un être et tout ça, et un membre de sa famille, c'est toujours un drame. Mais après, quand on le déplace après au niveau communautaire, au niveau identitaire, cette phrase est ressortie il n'y a pas longtemps. De toute façon, il faut savoir que les Noirs et les Arabes en France ne sont pas du tout en sécurité. C'est sûr et certain que de sa petite personne, ça va avoir une certaine résonance dans les oreilles de ces jeunes qui sont dans ces quartiers, qui, eux, s'estiment être mis de côté, qui ne sont pas écoutés, que personne ne les aime, et qui sont dans l'incapacité d'aller de l'autre côté du périph', quoi. Et c'est vrai que, justement, c'est ce que moi j'appelle ça, comme il le dit Abel souvent, c'est de la corruption intellectuelle. C'est que c'est totalement faux. Et je pense que si aujourd'hui on ne se bat pas contre ça, contre cette forme de racisme, et même aussi au niveau de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est que on le voit quand certains partis
c'est ça que je trouve encore même scandaleux, qui font des comparaisons ou même aussi peut-être certains jeux de mots douteux. Et c'est ce qui est scandaleux quand même. On se dit, et après qui se targue pour dire, mais non, je suis pas du tout antisémite, etc. Mais je pense que ça fait encore plus mal en fait pour notre société. C'est que je pense que tout peuple aussi a son histoire, tout peuple a ses souffrances. Il faut le respecter, il faut le dire, mais pour autant, je pense qu'il faut se dire qu'on a cette chance d'être en France. C'est vrai que la France est ce pays où toutes ces communautés peuvent vivre vraiment de manière libre, sans être, on va dire, stigmatisées ou même poursuivies. Tu vas dans certains pays, certains qui nous donnent des leçons. Mais je pense que dans ces pays-là, ce sont ces propres communautés qui sont pourchassées. Tu vas, par exemple, en Chine, tu vois, les Ouïghours, ou bien tu vas en Iran, où les femmes sont... La condition même de la femme, etc., est dramatique. Donc, ce sont des réalités qui sont là, mais en France, on essaie de rapporter ces conflits-là qui, je pense, de base, ne nous concernent pas. Ça ne nous concerne pas dans le sens où parce qu'on est face à ce genre de problématique où déjà de base, la France a son histoire, mais toutes ces communautés se sont réunies et ont fait en sorte de vivre de manière libre. Tu vois, quand on me dit oui que la France est l'un des pays les plus islamophobes, rappelle-moi combien de mosquées qu'il y a. Combien de mosquées qu'il y a dans ce pays et combien de synagogues, combien il y a d'églises et même aussi de temples bouddhistes et protestants. Donc, je pense qu'il faut lutter contre cette corruption intellectuelle qui, pour moi, est très grave. Et elle est alimentée aussi par certaines personnalités publiques à qui on donne des fois la parole et peut-être une volonté aussi de faire parler. Mais quand tu fais parler, derrière, tu as des personnes qui sont sensibles à certaines idées et tout ça, etc. Je prends l'exemple de ce drame, de cette attaque terroriste, par exemple, de Samuel Paty, qui tout part d'un mensonge ou bien du fait qu'à l'école, on enseigne quelque chose et que derrière, c'est repris par des identitaires religieux à travers les réseaux sociaux et quelqu'un dans ce pays prend ça pour lui, il se dit non, il a insulté tous les musulmans, ben voilà, je vais m'occuper de lui. C'est contre ça qu'il faut lutter. Et c'est pour ça que quand on va on sillonne la France justement pour essayer de porter ce message républicain, porter ce message laïque, et se dire que vous avez votre religion, vous avez vos convictions, mais n'oubliez pas une seule chose, nous sommes en France et ce pays fait en sorte qu'il faut qu'on se respecte tous. Alors, il y a vraiment deux choses qui me viennent à l'esprit en vous écoutant tous les deux. D'abord, j'aimerais que vous nous définissiez, j'imagine que vous le faites lors de vos interventions, 3 mots, la République, la laïcité et ce qu'être français pour vous aujourd'hui. Et deuxièmement, je voulais vous demander, ça me reviendra après, déjà ces 3 mots. Alors, j'aime bien ta question parce que Qu'est-ce qu'être français, c'est le titre de mon dernier ouvrage. Ah, très bien. Et, publié. Alors, chez les éditions FR et distribué par Publishroom, on le trouve absolument partout. On peut le commander en ligne. Exactement. Être français, c'est à la fois quelque chose de collectif et d'individuel. Pourquoi ? Parce que nous avons tous notre rapport à la France. Mais pour moi, être français, il faut aimer l'histoire, la culture, la langue et aimer les gens qui composent ce pays. Je pars vraiment sur cette définition assez simple. Quand je vais à la campagne, je peux m'émouvoir quand je vois ces champs à perte de vue, quand je vois des monuments, quand je vois des châteaux, quand je vois... Voilà, faut aimer l'histoire, faut aimer la culture, même si l'histoire, elle a des épisodes sombres, mais voilà, il faut aller chercher, il faut creuser. Pour moi, être français, c'est une question vraiment d'amour du pays, outre toutes les définitions d'éducation civique, bien entendu, mais c'est un rapport que l'on a, c'est un rapport qui est presque viscéral en réalité. Et moi qui suis français d'origine congolaise aussi, il y a la question de l'ambassadeur. C'est-à-dire que ici, je suis... Dans ma francité, je suis le meilleur ambassadeur du Congo. Mais quand je suis à l'extérieur, je suis le meilleur ambassadeur de la France. Donc voilà. Ouais. C'est pareil pour toi, Abdoulaye ? C'est pareil. Je pense que la définition d'être français en lui-même, c'est que c'est sa culture, tout ce qui fait sa beauté et aussi des fois sa difficulté. C'est ce pays qui nous a beaucoup donné et à qui je donne beaucoup aussi, du fait de mon engagement aussi, du fait que je sois policier. Mais... voilà, des choses simples. C'est dans cette simplicité qu'on retrouve vraiment quelque chose qui nous font du bien et qu'on fait corps, en fait. Et je peux m'émeuvoir quand
voilà, avec mes enfants, je suis posé, c'est devenu un rituel, le 14 juillet, où tu vois les militaires qui défilent, ce sentiment d'appartenance, et cette Marseillaise qui, en moi, parce que je suis rentré très jeune, moi, sous les drapeaux, à 17 ans, et pour moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, parce que tu as cette appartenance, et je pense que le fait de se sentir français, et comme le dit Abel à travers son ouvrage, se sentir être français, c'est beaucoup plus simplement qu'un nom, c'est des valeurs, c'est une culture, et tout ce qui va avec, en fait. C'est comme une forme d'appropriation qu'il faut porter et en être fier. Et il n'y a pas longtemps, je voyais une publication sur les réseaux sociaux où certains disaient que le fait d'afficher un drapeau français, ça veut dire que tu es facho. Ben, je me suis dit que si on en est là, c'est que franchement, ça devient grave. Alors, mais tu vas dans d'autres pays où il y a cette fierté de s'afficher avec son drapeau. Et voilà. Et pareil, comme il le dit, ben, moi, quand je suis en France, ben, je suis le meilleur ambassadeur, même s'il y a des difficultés entre le Mali et la France, mais je suis le meilleur ambassadeur malien en France. Et quand je suis au Mali, ben, effectivement, oui, voilà, c'est meilleur ambassadeur français là-bas. Alors un mot sur la laïcité, cette valeur qui fait qu'on peut vivre tous ensemble, qui est tant galvaudée et qui est même associée maintenant au fait d'être d'extrême droite. Oui, et les jeunes ne comprennent pas cette notion. Et dans les ateliers, encore hier après-midi, j'en avais un, et je pointe, quand je dis pointe, c'est affectueusement que je dis ça, mais les jeunes qui se prétendent croyants, peu importe la religion, mais qui n'en pratiquent pas les valeurs du tout, et qui imposent des discours, voire des jurons religieux à d'autres jeunes laïcs, qui se retrouvent par pression à exprimer ces jurons, alors que les 3 religions monothéistes disent que ces jurons sont interdits. Surtout quand on voit des fois dans quel cadre c'est utilisé, des fois dans le cadre de trafic de stupes, dans le cadre de violence, dans le cadre de bagarres, dans le cadre... Voilà. Et je les titille sur leur conscience par rapport à ça. La laïcité, c'est la plus belle liberté que l'on a, où la liberté de ne pas croire est aussi importante que la liberté de croire et vice-versa, et que l'on n'a pas imposé la seule chose que l'on a à montrer, et ça rime avec laïcité, c'est de la solidarité tout simplement. Très important. Et je voudrais juste rebondir aussi vite fait, j'aime beaucoup rebondir, hein, donc voilà. Il y a quelque chose que l'on dit aussi beaucoup aux jeunes par rapport au rapport au drapeau qu'Abdoulaye disait, parce que souvent les États-Unis, c'est le paradis. Là-bas, les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, ils ont tous le drapeau américain. Aux États-Unis, on le voit dans les événements sportifs, un artiste peut avoir sa carrière brisée s'il chante mal l'hymne national américain. Et on voit qu'on soit blanc, noir, peu importe. Et pourtant, il y a des difficultés. Et pourtant, il y a un communautarisme exacerbé. Mais ils sont tous derrière le drapeau américain. Et je dis même... aux gens, je dis, mais vous pensez que le noir américain, il se voit égal au noir français, il se sent au-dessus, parce que pour lui, c'est le drapeau américain, c'est le God Bless America, ils sont les numéros 1, ils sont les plus beaux, les plus forts. Donc soyez fiers d'être français, on a le droit d'avoir cet égoïsme quand même par rapport à la fierté d'être français, et arrêter de suivre les gens. Le plan Marshall, c'est fini, hein. C'est un petit peu... Alors, il restait la République. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot ou pas sur la République. La République, on rebondit un peu sur le titre de mon livre, donc oui. Policier enfant de la République. Donc, oui, son auteur, en plus. C'est ça. Il trouve le temps d'écrire. Ben, en plus. Dans les trains. C'est bien, non, mais c'est bien parce qu'au moins, on peut mettre par écrit, je pense, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et je pense que c'est important quand on parle du mot République qui... est quelque chose qui doit faire une caisse de résonance tout dans cette jeunesse qui, des fois, se sentent abandonnés. Et c'est vrai qu'il faut qu'on leur explique encore une fois que ce sont des enfants de la République, que tout ce qui se passe, ce service public, les lois, les institutions et tout ça, etc., c'est vous. C'est vous qui les mettez en place et c'est vous justement qui doit participer à son fonctionnement. Et si vous n'y participez pas, ben après c'est vrai qu'on peut dire qu'il y aura des territoires perdus de la République ou des choses qui font que on se sent délaissé. Et le mot République est quelque chose où c'est un ensemble, où tout le monde, tout citoyen doit se sentir concerné sur tout sujet et même sur la vie même de son quartier, etc. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, la République.
Moi, je suis un petit peu agacée en vous écoutant, je vous avoue, parce que je sens que les solutions sont là, je sens que vous les avez, je sens que vous les mettez en application. Vous êtes dans l'action. Pourquoi notre République, pourquoi notre école républicaine ne passe pas à l'action et ne met pas en place? Vous arrivez, mais vous repartez. Après, ces jeunes, ils restent là, ils continuent à être coupés de tout ce dont ils ont besoin pour justement avoir accès à plus de culture, à plus peut-être de beauté aussi, pour ne pas sous-estimer ce mot, d'imagination, de rêverie, de projection. Voilà, je trouve ça assez agaçant de se dire que on sent qu'il y a quand même un levier qui n'est pas activé de la part de notre République française de ce côté-là. Alors, sans te couper, c'est que justement, à la différence de certains dispositifs, c'est que nous, on ne fait pas ce qu'on appelle, je vais prendre un anglicisme, un one-shot et après on s'en va et c'est fini. Non. Vous suivez, ensuite on vous continuez. On continue parce que Oui, c'est ça j'allais qui vous fait la demander. force. Parce Très bien. qu'on continue parce que sinon, ce serait très facile. Tu viens, tu fais ton petit discours Oui. et tu t'en vas et après, parce que tu te dis, tiens, je l'ai fait, regardez. Non, il y a une continuité. Il y a des dispositifs sur lesquels, on s'engage sur un programme sur toute l'année, sur plusieurs années. Ah oui, Et d'accord. oui. Donc, c'est pas seulement juste simplement une fois et on part. Parce que il y a les solutions. Abel t'expliquera plus en détail. Les solutions sont là. C'est que essayer déjà de remettre vraiment au centre des discussions ou même de ces échanges la citoyenneté. Tout citoyen a des droits, mais surtout des devoirs. Et ça, je pense il faut le répéter, il faut le marteler encore et encore. C'est devenu une insulte quand aujourd'hui, quand tu expliques à des personnes, c'est vrai, vous avez des droits, mais n'oubliez pas vos devoirs. Souvent, je pense que certains ont oublié cette chose-là. C'est-à-dire que tu peux pas être assis, les bras ballants, te dire, j'attends que ça vienne. Eh ben non. Il faut aussi te dire que, on va venir vers toi, mais toi, derrière aussi, il faut qu'il y ait un rendu aussi par rapport à ton investissement. Si tu t'investis pas et qu'on arrive, on te donne, et c'est pour ça que certains extrêmes en profitent de dire, regardez, on a injecté de l'argent dans ces quartiers, etc. On leur a donné, tu sais, toujours la même truc qui vient des terrains de foot, etc. Et regarde ce qui revient. Donc, du coup, c'est ça, en fait, et Abel, je pense, va rebondir dessus, sur le fait que on met en avant effectivement leurs droits, mais surtout les devoirs, parce que la citoyenneté, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Abel, tu veux rebondir dessus avant ma dernière question? Le temps passe très vite en votre compagnie. On est presque à 55 minutes. C'est vrai, c'est-à-dire l'équilibre entre les droits et les devoirs. On parle beaucoup des droits, mais pas assez des devoirs. Et c'est vrai qu'aussi, là où les jeunes, il faut les titiller dessus, il y a la manière dont la citoyenneté leur a été apportée depuis des décennies, qui est un petit peu à la papa-maman, ça ne leur parle plus. Citoyenneté, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui, le métier, il a changé, même dans ce domaine-là. On est obligé d'avoir une fibre psychologue. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune, il adhère aux règles d'une nation ou qu'il les rejette ? C'est son parcours de vie. On est obligé d'aller là-bas. C'est pour ça que même dans les exemples que l'on donne, on leur parle d'eux, de leur rapport à leurs parents, de leur rapport à leurs amis, de leur rapport aux personnes qui leur sont proches. Parce que lorsqu'on arrive avec des grandes théories, ça les gave aujourd'hui. Les théories doivent arriver, mais dans un deuxième temps. Et c'est là où beaucoup de dispositifs, c'est là où certaines institutions sont larguées parce qu'ils n'ont pas vu ce changement. Et ce changement, il a été amplifié par quoi ? Aussi par les réseaux sociaux. Parce qu'un jeune qui se sent mal, il va sur TikTok, il tombe sur un prêcheur fallacieux qui semble lui donner la solution à son problème et le dévie de la République. Pourquoi ? Parce que ce prêcheur ou cette prédicatrice va toucher au problème qui le touche personnellement par rapport à la cassure de sa vie personnelle. Oui, une vulnérabilité. Donc voilà, on est obligé d'aller sur cet aspect de la vulnérabilité. On est obligé de brosser, d'effleurer des capacités de psychologue pour pouvoir les toucher. Et quand on les touche, quand on crée le facteur d'identification, parce que c'est comment on les crée, on prend le combat pour les femmes. Une femme va se sentir représentée quand elle va voir des femmes en poste, quand elle va voir des femmes avancées. Les jeunes, c'est pareil. Où sont les facteurs d'identification aujourd'hui ? Quand ils allument la télé, il n'y a personne qui leur ressemble. Et là, je ne parle pas de couleur de peau ou autre. Il n'y a personne qui a l'esprit jeune, qui comprend quelles sont, entre guillemets, les ambiances des jeunes, mais qui connaît aussi malheureusement leur délire fallacieux, parce qu'il y a de la fourberie aussi des fois. Donc, il faut savoir ce qu'ils font de mal aussi. Tant qu'il n'y a pas ces facteurs d'identification, on continuera de passer à côté de la citoyenneté parce qu'on a affaire aujourd'hui à des représentants qui ne connaissent pas la jeunesse.
Donc voilà, non, pardon. Bon, non, mais c'est extraordinaire parce que vous extrayez en fait ces jeunes de leur déterminisme social. En tout cas, vous faites tout pour, donc ça, c'est assez extraordinaire. Le mot de la fin, moi, j'aimerais savoir, vous êtes 2 hommes d'action, j'aimerais savoir comment pensez-vous que la société civile et les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, peuvent contribuer à soutenir votre action en faveur de ces valeurs républicaines, de citoyenneté, et lutter contre le racisme et l'antisémitisme. D'abord un site internet tous unique, tous unis. Voilà, www.frtousunis.com. Et je dis souvent cette citation, pardon, mais je suis un fan absolu d'André Malraux. Pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, soyons intelligents. Et l'intelligence, selon André Malraux, c'est quoi ? Premièrement, la destruction de la comédie. Tout ce qui est superflu, tout ce qui est fake, tous ces masques que nous aimons mettre pour jouer des personnages au quotidien. Deuxièmement, c'est l'esprit hypothétique. Il faut considérer toutes les hypothèses, y compris celles qui peuvent être contraires à nos convictions, parce qu'on s'enrichit aussi par le contradictoire. Et troisièmement, la capacité de jugement. Mais le jugement sans la controverse, le jugement sans le préjugé. C'est très important. Et il faut avancer ensemble, c'est-à-dire que nous, on est toujours à la recherche de nouvelles rencontres, de nouveaux partenaires, de nouveaux dispositifs. Et pour nous, un partenaire, c'est quoi ? Et c'est peut-être aussi une chose très importante. Ça peut être monsieur et madame tout le monde qui est disposé à venir raconter son parcours de vie aux jeunes, tout simplement. D'accord. Abdoulaye, le mot de la fin ? Je pense que cet engagement que nous prenons, que nous portons en nous, est quelque chose qui doit parler à tout le monde. Et déjà, d'une, c'est un engagement qui est sincère, avec beaucoup d'humilité. Et l'association est ouverte à tout le monde. Je pense que surtout à tous les partenaires, à les personnes qui veulent nous suivre, donc à travers nos réseaux sociaux et à travers nos engagements, je pense que effectivement, tout le monde a une histoire, mais tout le monde aussi peut apporter aussi sa pierre à l'édifice, parce que ce n'est pas que nous deux. Je pense que c'est tout un ensemble, c'est tout un collectif, et voilà, nous sommes vraiment dans cette dynamique. De se dire que voilà, on peut essayer de faire bouger les choses à partir du moment que tout le monde se sente concerné. Je vous remercie tous les deux. C'était un épisode que j'ai trouvé passionnant, qui sera relayé sur les réseaux sociaux, donc j'espère aussi entendu par des jeunes qui vous suivent peut-être un peu sur les réseaux. Oui. Voilà, donc on va relayer tout ça. Et pas que les jeunes, je pense aussi que toutes les personnes qui se sentent concernées aussi par ces sujets de société, donc voilà, suivez-nous. Oui, et merci pour ce podcast. Suivez donc Abel et je t'en prie, je vous en prie, Abel et Abdoulaye qui sont Abel Boyi et Abdoulaye Kanté qui sont sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 5e épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme, que vous pouvez retrouver sur les plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify, également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, et sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction.